Comme son nom l'indique, Monsieur Mangas est un fan de manga. Dernier de la race des guerriers mangas, il parcourt le mangaverse à la recherche d'œuvres à critiquer. Il existe dans le mangaverse des passages vers d'autres dimensions, des dimensions où existent d'autres œuvres, des BD, des comics, et par moments, certaines de ces œuvres apparaissent chez nous. Au gré de mes voyages dans le mangaverse, j'ai amassé bon nombre d'œuvres venant de ces dimensions, et aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas parler d'un manga du Japon, mais d'une BD de notre bon vieux Hexagone. Avant de commencer à parler de l'Anfeust de Troie, j'ai 3 points à aborder avec vous, pour que vous compreniez bien de quoi on va parler. Le premier point, c'est les auteurs. Avant de commencer à parler d'une œuvre et d'un univers, présentons ses créateurs. Christophe Arleston, de son vrai nom, Christophe Pellinck, c'est le scénariste de la BD. Il commence sa carrière de scénariste dans le milieu des années 80 et débute dans la BD début 90. Il signe ses premiers titres chez Soleil, notamment Les Feux d'Askel, en 1993, avant de débuter l'Anfeust de Troie en 1994, qui va lui apporter le succès commercial et écrire une dizaine d'histoires autour de l'univers de Troie et bien d'autres BD. Didier Tarquin, de son vrai nom, Didier Tarquin. Il débute en 1990 avec le one-shot Les Maléfices d'Orient chez Soleil, puis il enchaîne en 1992 avec Rock en 2 tomes, puis débute en 1994 la série l'Anfeust. En 30 ans, il a dessiné une dizaine de séries différentes, de longueur variable et parfois en parallèle. Deuxième point, ce sont les BD au pluriel. L'Anfeust de Troie, c'est une BD qui a super bien marché. Un succès énorme dans le genre de l'heroic fantasy, qui a permis aux éditions Soleil de devenir l'un des plus gros éditeurs de BD en France. Après la BD de 8 tomes, en a découlé de nombreux spin-offs, preuve que c'est pas propre au marché du manga. Quand ça marche, on en profite et on fait 12 000 trucs avec. Mais la différence avec certains spin-offs de manga bien nuls, c'est que l'univers de Troie a toujours été chapeauté par son créateur, Christophe Arleston. En découlent 3 cycles autour de l'Anfeust, dont on va parler aujourd'hui, mais aussi plein d'autres BD allant dans plein de genres différents. Par exemple, la jeunesse de l'Anfeust, Gnome de Troie, ça a un petit esprit, petit Spirou ou Titeuf. Vous voulez une série plus dans l'esprit d'Astérix, eh bien il y a Troll de Troie qui met en scène des trolls. On a aussi des spin-offs qui se concentrent sur un personnage et sur ce qu'il a fait entre 2 tomes de l'Anfeust. Ainsi qu'un bon nombre de one-shots, de séries courtes sur le lore de la série. Je vais pas tous les énumérer, mais il y a à boire et à manger. Vous l'avez compris, l'Anfeust, c'est un univers ultra riche qui continue à croître avec les années et les BD. Et ça m'amène à mon troisième point, l'univers. On va aborder l'univers de Troie à travers le personnage de l'Anfeust, héros de la série initiale. Avant de commencer à parler de cette série, je veux vous présenter l'univers pour que vous cerniez bien tout l'univers qui vous attend. Troie est une planète peuplée d'humains, de trolls et d'autres créatures plus ou moins dangereuses. Les humains ont presque tous un pouvoir magique, allant de faire pousser les cheveux à faire tomber les dents, en passant par faire fondre le métal ou encore marcher sur l'eau. Ces dons ne nécessitent qu'une condition, celle de ne pas trop s'éloigner d'un sage d'Eckmul, mage ayant renoncé volontairement à ses propres pouvoirs pour permettre aux autres d'en avoir. Les trolls, quant à eux, sont des créatures sauvages, d'après les humains, mais tout à fait civilisées de leur propre point de vue. Ils chassent à peu près tout ce qui passe à leur portée, physiquement ils sont très forts, mais ils ne craignent qu'une seule chose, l'eau, qui risquerait, pour leur plus grand malheur, de les laver. Le monde de Troie est aussi constitué de grandes régions qu'on visitera en partie dans la quête de l'Anfeust,
comme la région des baronnies refusant la magie, ou le Darshan qui l'utilise d'une autre manière. Voilà, cette longue intro est finie, et on est à combien de temps dans la vidéo? Ok, on n'est pas rendu, alors on commence tout de suite avec le premier cycle, Landfust de Troie. Écrit par Christophe Arleston, dessiné par Didier Tarquin, la série comporte 8 tomes publiés de 1994 à 2000 aux éditions Soleil. Résumé, tout commence lorsque Landfust, un apprenti forgeron ayant le pouvoir de faire fondre le métal, acquiert l'épée magique du chevalier Or Azur, dont la poignée est faite de l'ivoire d'une créature fantastique, le Mago Amot. Ce contact lui confère le pouvoir absolu, c'est-à-dire tous les pouvoirs de façon autonome, sans avoir besoin de relais. Commençons par présenter les personnages, avec tout d'abord son héros, Landfust, qui a tout du héros classique, décrit dans Le héros aux 1000 visages de Joseph Campbell. Il vit dans un petit village, un jour l'aventure toque à sa porte et lui annonce qu'il a un grand pouvoir et une grande destinée. Il n'a pas de parents connus et donc on peut le supposer orphelin. Mais Landfust c'est aussi un gros con. On pourrait même dire que c'est l'idiot du village. De ce fait, Arleston désacralise le mythe du héros et vous allez voir, il va pas mal jouer avec les codes pour désacraliser plusieurs autres figures. En rajoutant cette caractéristique au héros, Arleston détruit la figure du héros d'Heroic Fantasy, qui sont toujours de nobles chevaliers, tels les héros des légendes arthuriennes. Landfust, il est tellement teubé qu'il en a rien à foutre de son destin, qu'au début du récit, il préfère rester un simple forgeron. Vous imaginez voir Luffy rester à la taverne de Makino toute sa vie pour se pochetronner, ou encore voir Naruto bouffer des ramen toute sa vie jusqu'à mourir de malnutrition? Landfust, dans son périple, est accompagné de son Chewbacca. Ebus, un troll plein d'humour et de violence. À l'origine, c'est une créature sauvage. Il a été enchanté par Nicolède, qui le transforme en compagnon de route, qui reste tout de même très dangereux pour les ennemis. Il va subir pas mal de changements. Au début, c'est une bête sauvage, enchantée, pouvant redevenir à tout moment une créature ultra dangereuse, s'il est désenchanté. Il va devenir, au fil du récit, un ressort comique. Le passage qui illustre le mieux ce changement, c'est quand il se fait gronder par Nicolède et qu'on voit ce grand Ebus pleurer comme un bébé. Parlons maintenant de Nicolède, et pour parler de Nicolède, je dois revenir sur le mythe du héros de Joseph Campbell. Nicolède est dans la droite lignée des mentors qui guident le héros dans son aventure, tel un Dumbledore ou un Obi-Wan Kenobi. Mais, contrairement à ces deux grandes figures de la pop culture, Nicolède est un vieux papy actif. Il a encore ses 2 filles à charge, qui lui compliquent la vie, il est un petit peu blasé de ce qui lui arrive, et ça peut se comprendre quand tu sais que le sauveur d'humanité, c'est l'idiot du village. Ça n'aide pas à être positif. Qui dit héros, dit aussi antagoniste. Thanos. Alors, non, c'est pas le titan fou, rassurez-vous. Thanos, le pirate, qui fait penser au stéréotype des personnages de manga. Dans les récits de shonen, on a toujours un héros un petit peu idiot, qui va être en opposition à son rival ou son grand adversaire qui est charismatique et beau gosse. Thanos, c'est clairement ça. Un homme au visage noble, les cheveux blancs, chef d'un équipage pirate, intelligent et qui n'hésite pas à torturer. Tout dans ses caractéristiques l'oppose à notre jeune héros. Tout, non. Il a sa prédisposition, lui aussi, au pouvoir ultime. Enfin, que serait un héros sans une demoiselle à protéger? Et là, Landfust n'a pas une, mais 2 filles à protéger. Les 2 filles de son mentor, Nicolède, 2 sœurs au tempérament totalement opposé. D'un côté, on a Cyan, une blonde habillée de bleu, douce et à l'instinct maternel, fiancée de notre héros, qui a le pouvoir de guérir à la nuit tombée. De l'autre, on a Sixie, une brune, peu vêtue de rouge, au tempérament bouillonnant et sexy, pouvant contrôler la température de l'eau. La blonde et la brune vont faire chavirer le cœur de notre niais de héros,
dont le cœur balance souvent entre la blonde et la brune à plusieurs reprises dans le récit. Et même quand l'une d'entre elles quitte momentanément le groupe, les auteurs continuent à taquiner Landfust en rajoutant une nouvelle rivale, comme Falordel pour Cyan ou Quam pour Sixie. De plus, les deux sœurs sont aussi des représentations des héroïnes de fiction. Cyan représente les héroïnes rétro, douces et fleurs bleues, qui rêvent d'un amour romantique et chevaleresque. Alors que Sixie représente les héroïnes plus contemporaines, des filles sexy et guerrières, adeptes du girl power. Et en parlant des filles sexy, je vais rebondir sur le personnage de Sixie. Alors, non, c'est pas dégueulasse dit comme ça, en fait je veux surtout aborder un point non négligeable dans l'œuvre, l'aspect sexuel. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas de scène de cul dans la série, mais le personnage de Sixie se balade tout le temps, en bikini, et a une seule envie dans la vie, devenir une femme, avec ce que ça implique avec un homme. Elle a donc beaucoup de scènes où tu sens qu'elle cherche le loup. Elle s'habille de manière ultra affriolante pour chauffer ce crétin de Landfust, qui lui est un ado, en pleine puberté, qui a envie de tremper le biscuit et qui sait pas encore ce qu'il veut. Et il hésite entre Cyan et Sixie, et même en dehors de ça, pour une bande dessinée qui se veut grand public, mettre des personnages aussi sexualisés, qui ont une libido, ça reste, excusez-moi du terme, couillu. Maintenant, présentons le monde de Troie. Il est régi par la magie, mais pas que. La vie elle-même est aussi régie par la magie. Parce qu'en fonction de ton pouvoir, tu auras un métier qui t'est attribué. Tu ne fais pas un métier par choix, mais plus par destin. Landfust, avec son pouvoir de faire fondre le métal, est tout désigné pour être un forgeron. Un personnage pouvant provoquer la soif travaillera dans une taverne, mais d'autres personnes ont des pouvoirs beaucoup plus... comment dire, très spéciaux. Comme par exemple une femme qui peut liquéfier les entrailles des gens. Son travail consiste à déconstiper les gens. C'est sûr que c'est un métier vraiment très particulier. Et donc, dans cet univers, on a Landfust, qui se découvre le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs, remettant ainsi en cause l'ordre établi. Est-ce qu'au final, on peut pas décider de son pouvoir et donc de choisir sa carrière? Son arrivée est même mal vue par le conseil d'Eckmul, qui ne veut pas voir leur système remis en question. Imaginez, vous les sages qui êtes le point central de notre univers, en fait vous servez à rien. Donc cassez-vous. Bah non, ils veulent pas de ça, ils veulent rester au pouvoir, donc faut les comprendre ces petits messieurs. Et dans un autre registre, on a la contrée du Darshan, qu'on visitera pendant 2 tomes, et qui a un système de magie différent. Ils croient en des divinités. Les gens croient en des dieux et leurs pouvoirs. Ces dieux se matérialisent et exaucent les souhaits avec les pouvoirs qu'on leur a donnés. Aucun habitant n'a de pouvoir propre, ils concentrent leur pouvoir en des entités, ce qui fait d'eux des créatures qui existent car on croit en eux. Des créatures de magie pure qui eux aussi ont peur que leur existence soit remise en question par l'arrivée de Landfust, le Jésus de Troie. Car si un être peut faire tout et n'importe quoi, à quoi peuvent bien servir les dieux de cette contrée? C'est le genre de questions qui vont être posées dans la BD. Mais à côté de ça, on va avoir Landfust qui va explorer son monde pour retrouver la bête fabuleuse, le Mago Amot, créature légendaire qui confère des pouvoirs à toute chose dans le monde de Troie. Les stages d'Eckmul en sont le relais, les dieux de Darshan le considèrent comme leur maître. Jamais personne ne l'a vu, et c'est Landfust, pour vaincre son ennemi Thanos, devenu tout puissant, qui va partir à l'aventure. Entrant avec cette quête pour rencontrer l'origine de la magie, dans une quête digne du héros aux 1000 visages de Joseph Campbell. Je vais pas revenir sur toute l'histoire pour pas vous gâcher l'intrigue, mais en soi, Landfust va explorer différentes contrées que j'ai évoquées plus tôt, passant du plouc débile à un véritable héros sauveur de l'humanité. Maintenant, je vais faire une grosse parenthèse sur l'humour dans la série. Arleston est ce qu'on peut appeler un maître de l'humour, qui arrive à le doser à plusieurs niveaux. Par exemple, Ebus, le troll, et tout son peuple sont dans la droite lignée des Gaulois d'Astérix, à savoir des jeux de mots. Rajoutez le mot troll avant
ou après le nom d'un troll, et vous obtiendrez des jeux de mots rigolos. Tétram devient troll teutram, Nion de pomme devient troll nion de pomme, et ébus devient trollébus. L'humour ne s'arrête pas là, on a aussi des références à des personnages de notre monde. Par exemple, les trois sages d'Eckmühl, Lignol, Basséran et Plominte. Comme ça, vous voyez juste trois chauves. Mais si je vous mets la tête de Jean-Paul II, Jacques Chirac et Édouard Balladur, vous comprenez qu'ils sont inspirés de ces personnages politiques. On a aussi des références à la pop culture, Landfust qui inscrit un L sur le ventre d'un type en plaçant la réplique de Zorro. Une personne vendant les mérites d'une boisson en copiant le « parce que je le vaux bien » de L'Oréal. Des personnages en arrière-plan affublés comme des héros de BD ou bien des poses célèbres, on pourrait passer des heures à chasser toutes ces références. Je ne suis pas toujours fan d'avoir trop de références dans une œuvre, car souvent, quand on n'a pas la référence et que la blague tourne autour de celle-ci, eh ben la blague, elle est pas drôle. L'erreur que font des auteurs, en mon sens, c'est souvent de prendre des blagues du délire du moment qui va être oublié dans 2 semaines, ou de même citer la référence, dire « ah, tu fais une référence à ça ?» Ben non. Genre, tais-toi, laisse-nous comprendre la blague, ou revenir des années plus tard pour la comprendre une fois qu'on aura grandi. Fais pas juste des blagues et nous dire de rigoler comme une sitcom américaine débile. Avant de passer au prochain cycle, il faut que je vous raconte l'histoire de Landfust. Et je ne parle pas du personnage, mais de la BD en tant que telle. Landfust est apparu dans les années 90, plus exactement en 94, aux éditions Soleil, une toute nouvelle maison d'édition fondée en 1989, soit 5 ans avant la publication de Landfust de 3. C'était un titre d'Heroic Fantasy, un genre qui avait déjà bon nombre de titres, et l'éditeur en chef de Soleil ne croyait pas spécialement dans le projet. Et finalement, le succès a été au rendez-vous. À l'époque, habituellement, les deux auteurs avaient des titres vendus à quelques milliers d'exemplaires. Le plus gros hit de Tarquin, c'était 2000 tomes vendus. Landfust s'est écoulé en quelques mois seulement à plus de 15 000 exemplaires, pour un tirage initial de 2000 tomes. Le titre va donc faire les beaux jours de l'éditeur et des auteurs. Arrivé au 3e tome, le titre est tiré directement à 30 000 exemplaires, soit 15 fois plus que le tirage de base du tome 1. Et seulement quelques années après la sortie du premier tome, les créateurs fondent le studio Godferdom, tiré d'une injure du personnage d'Ébus. Il s'agit d'un studio pour réunir plusieurs jeunes talents et travailler ensemble. Il lance aussi le Landfust Mag, un magazine de prépublication de certaines BD, et quand on sait que sur le marché, les seuls magazines de prépublication de BD, c'est le journal de Mickey, le show de Titeuf ou encore le magazine de Spirou, c'est couillu de faire ça. Surtout avec une BD qui n'a que quelques années. Et pourtant, le magazine aura duré jusqu'en février 2019, réunissant aussi des spin-offs du Monde de Troie, ainsi que des œuvres d'auteurs des éditions Soleil. Éditeur qui a aujourd'hui une trentaine d'années et est l'un des plus gros éditeurs de BD en France grâce à Landfust. En gros, pour résumer tout ça, Landfust c'est un peu le One Piece du Jump chez Soleil. Passons maintenant au 2e cycle, Landfust des étoiles, écrit par Christophe Arleston, dessiné par Didier Tarquin, c'est publié de 2001 à 2008 aux éditions Soleil. Dans ce cycle, on découvre que Troie est en fait une planète appartenant au prince de Lu, un des 13 princes marchands de Mérion, qu'on appelle d'ailleurs les 13. Il y a des milliers d'années, les princes marchands décidèrent de mener une expérience sur Troie, rassembler des gens au pouvoir psychique, ceux qui habitent Troie appellent ça la magie, autour d'un catalyseur, le Mago Amot, afin de développer ses pouvoirs. Thanos et Landfust sont les 2 seuls résultats positifs pour le moment, les seuls à posséder le pouvoir absolu. Et assez vite, Landfust découvrira qu'il se retrouve au centre d'un grand combat pour l'univers.
Après un premier cycle triomphal de 8 tomes, il était osé de remettre le couvercle, Lanfeust étant devenu un être tout-puissant que rien ne peut vaincre. C'est un peu comme Son Goku après son affrontement contre Piccolo. Eh bien, à l'instar de Dragon Ball, les auteurs ont décidé de tourner une page dans le monde de 3 avec un second cycle, Lanfeust des étoiles, et cette fois on quitte l'Heroic Fantasy pour le Space Opera. C'est vrai que les auteurs auraient pu, fort de leur succès, faire moult spin-off. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils auraient aussi bien pu créer un univers de SF avec des nouveaux personnages. Bon, c'est ce qu'ils ont aussi fait. Mais non! Les auteurs cherchent la petite bête et décident de poursuivre les aventures du jeune forgeron, et cette fois, il ne quitte pas son petit village pour partir à l'aventure, mais tout simplement sa planète. On transforme ainsi tout l'univers qu'on connaît et on remet à zéro tout ce qu'on croyait acquis. Ça peut être un véritable choc de se dire que finalement, le monde de 3 fait partie d'un grand univers où il y a encore plus d'espèces dangereuses les unes que les autres. C'était un pari risqué, un pari qui a été remporté, de par le fait qu'on ne renie pas le premier cycle et que les personnages continuent de leur évolution, tout en apportant de nouveaux personnages dont on va parler tout de suite. L'agent Glace. Alors qu'à la fin du premier cycle, Cyan laisse Lanfeust pour se marier avec le baron Or-Azur, et que Sixi finit avec notre héros, une des premières interrogations, c'est comment allait évoluer notre héros et ses triangles amoureux qui étaient l'un des points forts du premier cycle. La réponse est simple, on ajoute un nouveau personnage féminin, totalement différent des personnages qui ont côtoyé Lanfeust jusqu'à présent. L'agent Glace. Une petite rouquine à l'aspect androgyne qui sait ce qu'elle veut en balançant dès qu'elle voit Lanfeust des «Salut beau gosse» et «Tu me plais mon cœur», créant ainsi une énorme rivalité avec Sixi pour notre plus grand plaisir, mais pas celui de notre héros. Elle sera très vite remplacée par une blonde que j'ai brièvement mentionnée dans le premier cycle, la pétillante Quam, qui sait encore plus ce qu'elle veut lors de sa première rencontre avec Lanfeust. Après quelques échanges, elle lui demande sans sourciller « Je veux que tu me fasses un enfant ». Mais aucune des deux filles ne fait le poids face à l'amour de Lanfeust pour Sixi. Ça, on en reparlera juste après. Sweep. Comme une partie du casting d'origine est restée sur 3, Cyan a été remplacé par Glace puis Quam, Nicoled, lui, a été remplacé par Sweep. Une étrange créature mélange entre un Bernard l'ermite et Shiva. Cette créature a dormi des milliers d'années dans la glace et est dotée d'une intelligence hors norme. On pourrait même l'assimiler au personnage de Yoda. Nicoled était une représentation du personnage d'Obi-Wan Kenobi. Il n'est pas déconnant d'assimiler un autre personnage de Star Wars à Sweep. Vous vous souvenez de ce que j'avais dit au début de ce cycle? On avait laissé notre héros avec les pleins pouvoirs. Si les gens de l'espace viennent chercher Lanfeust, c'est à cause de ses pouvoirs. Mais dans un souci de péripétie, on ne peut pas laisser ce genre de choses. On ne peut pas laisser un personnage, qui plus est un personnage principal, avec le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs. On ne peut pas en faire un Karitsu. Ne vous inquiétez pas, les auteurs l'ont bien compris, et dès les premières pages, l'agent Glace nous révèle un objet qui a été inventé pour bloquer la magie des habitants de Troie. Alors attention, je vous le rappelle, les auteurs sont des comiques, et donc l'objet qu'ils utilisent pour bloquer cette magie s'appelle la crypte. Plus loin, tonique. Vous avez compris? Vous avez la référence, Superman, kryptonique, hahaha, c'est rigolo, c'est drôle, rigolez. Lanfeust va ainsi se retrouver plongé dans un conflit galactique opposant des princes marchands, des races voulant conquérir l'univers et une résistance. Le récit est rempli de complots à tout va, de rebondissements, de changements de camp, faisant de Lanfeust un pion pour chacun des partis. Après 2-3 tomes, les auteurs mettent un coup de fouet au récit en le recentrant sur Lanfeust, et lui font subir l'une des choses les plus iconiques des récits de science-fiction, le voyage dans le temps. Lanfeust va donc se retrouver des milliers d'années avant sa naissance,
et même la création de Troie. Il va faire la rencontre de Mota, le futur Mago Amoth. On raconte ainsi les origines de cette bête fabuleuse et de pourquoi Lanfeust est le héros de Troie, créant au passage un paradoxe temporel qu'on peut résumer par ta gueule, c'est magique, c'est Troie, ce qui en un sens est vrai. On peut même faire une approche biblique avec le père qui devient le fils et le fils qui devient le père, créant un cycle sans fin de père et de fils. Avec Lanfeust et Mota le Magomaot qui vont s'échanger à tour de rôle le pouvoir ultime. Le voyage temporel est aussi un moyen de rajouter une petite touche de drame homérique à Lanfeust. Après une péripétie dans le passé, Lanfeust retourne vers le présent, ou plutôt le futur. Et là, c'est le drame. Lanfeust ne retourne pas exactement à l'instant où il est parti, mais une quinzaine d'années plus tard. Le prince de Lu est bientôt le maître de l'univers, Thanos est redevenu un pirate mais cette fois dans l'espace, et il bosse pour le prince de Lu, et Ebus est enchanté et est devenu le bras armé de Thanos. Sixi, quant à elle, est devenue une princesse marchande, siégeant au Conseil des 13. Lanfeust va aussi apprendre la terrible nouvelle de ce décalage temporel en même temps que l'existence de Glyn, son fils, ayant presque le même âge que lui. La fin du tome de cette découverte est d'une émotion folle. Tout le destin tragique de Lanfeust durant la seconde moitié de la série est superbe. Avec un personnage d'adolescent qui va devoir jongler entre un amour en décalage, un fils ayant son âge qu'il a toujours attendu, et le destin de l'univers. La seconde moitié du cycle des étoiles est une masterclass sans pareil, où on n'a pas une seule seconde pour souffler. J'en dirai pas plus, on va parler un petit peu du dessin parce que, en partant vers du space opéra, les auteurs ont pu se faire plaisir avec des références à la science-fiction, que ce soit dans le bestiaire, les décors ou l'humour, ils puisent dans beaucoup d'œuvres, de Dune de Frank Herbert à Star Wars, en passant par Albator de Leiji Matsumoto. Je pense qu'une bonne partie des grosses licences de SF sont passées dans Lanfeust des étoiles. Et forcément, graphiquement, on a un énorme virage qui rappelle un petit peu l'Asie. Et de toute façon, à chaque fois que les personnages vont changer de planète, ils vont changer de décor, et donc à chaque fois, c'est le dépaysement le plus total. Chaque tome et chaque planète visitée a une atmosphère unique. Un tome, on est à Abraxa, la planète totalement désertique, et le tome suivant, on est dans les bas-fonds de Mérion. Le tout à chaque fois entrecoupé par des voyages dans l'espace. Le seul petit point noir selon moi dans le récit, c'est la régression de l'humour. Là où dans le premier cycle l'humour était subtil dans son insertion, ce cycle, il est un peu plus rentre-dedans avec des cases remplies de références, genre là, t'as vu, c'est des marins de bandes dessinées divers et variés, regarde là c'est le Marsupilami, là c'est Dark Vador, lol, c'est drôle, non? Alors qu'avant t'avais des petits jeux de mots bien subtils placés par-ci par-là, ou des trucs dans le décor que, si tu les vois c'est bien, si tu les vois pas ça change pas ta vie. Là on te les met vraiment au bout du nez, et c'est un petit peu gênant. Où est passée la subtilité? J'en ai aucune idée, mais maintenant que c'est dit, passons au troisième et dernier cycle en date, Lanfeust Odyssey. La série est toujours écrite par Christophe Arleston, toujours dessinée par Didier Tarquin. La série a été publiée de 2009 à 2018 chez Soleil pour un total de 10 tomes. 3. Le monde mythique où chacun possède un pouvoir magique différent. Simple forgeron doté de la capacité de faire fondre le métal d'un seul regard, Lanfeust est devenu le héros qui a sauvé l'univers. Mais à son retour, si moins de 2 années se sont écoulées pour lui, c'est presque 20 ans qui se sont passés sur 3. Accompagné de son fidèle compagnon Ebus le troll, il va devoir faire face à un monde où il est presque une légende pour les nouvelles générations et parfois même une gêne pour les anciennes. Lanfeust Odyssey est le cycle qui est là pour renouer avec le premier cycle. Pour cela, on nous présente tout d'abord ce que sont devenus les personnages laissés sur 3 pendant le cycle des étoiles, qui, je le rappelle, a duré pour tout le monde, sauf pour Lanfeust, une vingtaine d'années. On découvre ainsi les enfants de Cyan et du baron Or-Azur, dont la pétillante Sixi, qui a hérité de l'apparence
et du caractère de sa tante, dont sa propension à charmer les garçons pour devenir plus rapidement une femme. Et qui, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, et ce que pensent plein d'autres personnages, elle n'a aucun attachement affectif pour notre héros. Il ne faut pas s'y tromper, cette deuxième Sixie n'a rien à voir avec la première. Même si beaucoup de gens n'arrêtent pas de les confondre, elle ne veut pas vivre dans l'ombre de sa tante et va, au gré des tomes, s'émanciper de cette figure pour devenir un personnage à part entière dans l'univers de Troie. Après 2 tomes pour renouer avec le premier cycle, il fallait que les auteurs lancent une, entre guillemets, réelle intrigue. L'arc des Banshees dans le double tome de l'énigme d'Or Azur était sympathique, mais déjà résolu. Lanfeust est le héros de Troie, un être considéré comme tout-puissant, mais qui, lors de son voyage dans les étoiles, a perdu son pouvoir ultime. Il reste tout de même un guerrier accompli, mais comparé au pouvoir ultime, c'est pas ouf. La vraie question qu'on est en droit de se poser, c'est que pourrait-il faire après avoir sauvé la planète, ainsi que la galaxie? Sauver tous les univers parallèles? Non. Comme Lanfeust l'a si judicieusement dit, à la fin du cycle des étoiles, les étoiles, c'est cool, tant que ça reste dans le ciel. L'espace, c'est fini. On reste maintenant sur la planète de Troie avec de l'héroïque fantasy. Mais pour éviter d'avoir un sentiment de déjà-vu et ne pas revenir sur le premier cycle, les auteurs vont devoir sacrifier un personnage du groupe de la première heure. Dès le 3e tome, Nicolède est tué. Par Lanfeust. Alors, celui-ci était contrôlé par une entité inconnue qui va pousser notre héros en quête d'aventure. On revient à Joseph Campbell. Si dans le premier cycle, le mentor Nicolède était très différent de Dumbledore ou Obi-Wan Kenobi, ici, le papy a le même destin tragique que les maîtres précédemment cités. Lanfeust va ainsi partir à l'aventure, encore une fois, mais cette fois pour prouver son innocence. Car le jeune homme a beau être le sauveur de Troie, doublé du sauveur de la galaxie, basculer en ennemi public numéro 1 d'Ekmul, c'est pas facile. Je disais donc, Lanfeust va partir prouver son innocence. Mais dans l'ombre apparaît le grand méchant du cycle, Lilith, la fusion de l'heroic fantasy et du space opéra. Elle a une apparence de créature magique, use de pouvoir de Troie, mais semble liée à l'espace avec cette fameuse porte des étoiles. Durant son voyage, Lanfeust va être, comme à son habitude, accompagné de femmes. Mais, quitte à pousser le bouchon le plus loin possible, autant le faire jusqu'au bout. Cette fois, Lanfeust est accompagné non pas d'une, mais de 4 femmes, qui sont mariées à lui. On perd l'une des caractéristiques de Lanfeust vis-à-vis des femmes, la rivalité, mais ça, c'est pour un temps, car les auteurs vont nous faire le plus beau des cadeaux, le retour de Sixie. Pas la fille de Stian, non, la vraie, l'unique, celle qui est restée dans l'espace. En vrai, quelques tomes sur 3 avec Lanfeust et Ebus, et mine de rien, elle m'avait manqué. J'en dirai pas plus, je pense en avoir déjà pas mal dit sur cette partie qui renoue avec le premier cycle. Je suis légèrement déçu par l'acte final qui fait régresser le développement d'un personnage du cycle des étoiles. Mais en somme, ce 3e cycle était vraiment cool. Je suis déçu par le méchant, mais le reste est cool. On a le cycle du Mago Amod qui prend encore plus d'ampleur, les histoires laissées en suspens dans le cycle de 3 qui explosent. Même le finish qui fait se rejoindre le début du cycle avec la fin, c'est hyper bien trouvé. Mon seul reproche, c'est le méchant qui en fait pue la merde. Surtout en comparaison de Thanos, du Prince de Lu, il fait pas le poids quoi. En conclusion, Lanfeust est une super BD. Si vous connaissez pas, allez-y, c'est plein d'action, plein d'humour, plein de filles sexy. Si vous aimez les shonen d'action, vous allez kiffer, c'est de la BD d'Heroic Fantasy pour les jeunes. Moi j'adore, je kiffe, j'ai découvert ça, j'étais fin primaire, début collège, et encore aujourd'hui, quand j'ai relu Odyssée pour cette vidéo, j'ai trop kiffé, c'est super bien, tous les cycles sont trop cool. Et en plus, j'ai découvert en faisant des recherches pour cette vidéo qu'un nouveau cycle de Lanfeust allait voir le jour. Mais que les auteurs, pour le bien de la saga, voulaient faire une pause.
Il faut dire que pour Tarquin, entre 1994 et 2018, il a pondu sans interruption des albums de Landfust, à savoir 26 en 25 ans, avec par moments d'autres séries en parallèle. Tarquin qui en ce moment fait une pause avec une trilogie de SF pour Glénat qui s'appelle UCC Dolores. Et dans une interview que j'ai lue, il souhaitait qu'à l'instar de James Bond, d'autres auteurs racontent des aventures de Landfust. Le jeune rouquin étant devenu en une trentaine d'années un symbole de la BD et de l'heroic fantasy en règle générale. J'espère encore avoir des aventures de Landfust ou bien des histoires dans l'univers de Troie. J'espère aussi que le projet de Sixy des Étoiles verra le jour, car si vous aimez la pétillante brunette, il y a une trilogie de BD racontant ce qu'elle a fait entre le tome 5 et 6, eh bien, cette fois, on le transposerait à la saga des étoiles. Pour savoir ce qu'a fait Sixy pendant les 15 ans d'absence de Landfust. Et en vrai, il y a des choses à raconter entre son enfant dans le bras, la Révolution, Thanos, Ebus et Delu qui la traque, et elle qui va devenir une princesse marchande. Je me hype rien qu'à le raconter. Et surtout, ne lisez pas le manga. Sinon, je vous tape. Pour de vrai. C'est marrant, j'avais juré être sur une planète à parler de manga de sport, et là, je me retrouve chez moi à parler de BD. Il y a un truc bizarre, mais j'arrive pas à dire quoi. Vous m'avez rendu un bien bon service, herr romancier. Tout le plaisir est pour moi. Il m'aura fait courir à travers tout le mangaverse. Mais après avoir passé quelque temps chez son copain fan de sport, il a baissé sa garde et j'ai pu attaquer. Et votre autre contrat avec le conseil élite, vous n'aurez pas de soucis? Il y a des chances, mais vous savez, si Monsieur Mangas disparaît du mangaverse, ils penseront que je l'ai éliminé. Donc, j'espère que vous ne comptez pas le relâcher. Nein, 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 vous pouvez compter sur moi, le professeur Von Kira.